Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un ciné critique, un moment assez délicat, puisque je vais revenir sur le tout premier long métrage du réalisateur coréen Park Chan-wook. Alors pourquoi l'est-ce un peu spécial comme moment? Parce que lui-même l'a totalement renié, il s'est presque débrouillé pour que personne ne voit en dehors de la Corée, mais en fait, hein, si on cherche bien, on peut le trouver, ce The Moon is the Sun's Dream, très joli titre, hein, sorti en 1992. Et si donc je m'aventure vers ici un visionnage particulier, enfin surtout le débriefing du visionnage là, hein, qui vous concerne, parce que oui, le film je l'ai vu, c'est que bientôt, je crois début février, hein, en ces eaux-là, va sortir son nouveau film à ce monsieur, une sorte de comédie noire satirique. No Other Choice, ça c'est le titre international, je ne sais pas s'il y a une traduction française. Et bon, bah on va quand même s'occuper donc de cette première œuvre et de sa seconde, qu'il a aussi reliée d'ailleurs, puisque j'ai réussi à les trouver dans les tréfonds d'internet, là je l'avoue, parce qu'ils sont pas sortis en France, hein, et je les ai pas fait venir en import non plus, mais bon, voilà, j'ai fait mon archéologue du cinéma pour vous proposer un retour donc sur ici un film de gangster romantique, sorte de film post-noir, très ancré, non pas dans les années 90, mais plutôt 80, c'est sorti quand même en 92, mais bon, hein, on sent qu'il y a quelque chose de kitsch et de daté, qui réunit au casting, dans les rôles principaux, deux jeunes gens à l'époque, qui ont fait quand même carrière plutôt dans la chanson. Par exemple, le chanteur Lee Seung-chul, qui est quand même pas mal bourlingué depuis, et qui est assez connu, et Na Yeon-hui aussi. Tandis que le frangin est joué par Song Seung-wan, qui a beaucoup tourné de trucs à la télévision. On va pas forcément citer les autres. D'ailleurs, je vous ai épargné le titre original parce que c'est complètement illisible, et au moment où je tourne cette vidéo, je suis épuisé. Donc on va essayer de pas trop s'en mêler les pinceaux. Et on va suivre l'histoire d'un amour impossible. On est vraiment sur des bases très traditionnelles. Avec d'un côté un gangster, un Moo-hoon, qui travaille pour son patron, Monsieur O, et il est tombé amoureux de la maîtresse de celui-ci, qui s'appelle Eun-ju, et du coup, bah attention, parce que voilà, on sent que c'est très caché comme amour. Il y a un début un peu dans une sorte de chambre d'hôtel un peu crade avec des cafards, un moment romantique. On se croirait presque chez Wong Kar-wai. Il y a même des néons dehors. Je me suis même posé la question si c'était pas de là que le titre venait. Peut-être. Mais bon, c'est surtout un truc très poétique là dans un film qui est très bavard, très philosophique, qui a plein de trucs évidemment à questionner. Mais bref, amour qui va peut-être mal se terminer. Oui, peut-être. Ils peuvent pas s'enfuir, enfin ils tentent, mais avec de l'argent, enfin bon. Finalement, on se retrouve un an après où le frangin a peut-être oublié cet amour impossible et va retrouver donc celui dont on entend la voix off, la narration, le photographe. Parce que voilà, presque l'alter ego de Park Chan-wook, il lui ressemble un petit peu avec ses lunettes, bon, vite fait, hein, je sais pas à quoi ressemblait Park Chan-wook à l'époque, donc je dis ça un peu au hasard, mais j'imagine que c'est un peu, voilà, ce reflet miroir de quelqu'un qui s'intéresse aux images, et qui derrière sa caméra, presque comme, il s'imagine des trucs, possède l'image de ses sujets, de ses mannequins, et voilà, il y a une histoire de je suis le photographe, je suis aussi le prolongement de ma caméra, enfin ici de l'appareil, enfin... Il y a tout un délire là-dessus, on sent que Park Chan-wook, ça le travaille. Et donc, le frangin déchu, parce qu'on va dire le mauvais frangin gangster, il y a une histoire aussi que c'est pas la même mère, enfin, il y a toute une explication, la voix off, elle est bavarde, hein, mais pas que la voix off, hein, les gens qui parlent entre eux aussi. Bon, il retrouve son frangin complètement bourré, il y a beaucoup d'histoires d'alcool aussi dans le film, pourtant on n'est pas chez Hong Sang-soo, j'ai pensé, mais c'est une autre forme de cinéma coréen. Et de fil en aiguille, Moo-hoon va retrouver cette maîtresse là, cet amour perdu, parce que elle a été aussi modèle, mannequin pour le frangin, qui voilà, le trio va comme ça un petit peu interagir avec cette histoire d'amour là complexe et une histoire d'amitié, peut-être plus affinité pour le frangin photographe qui aime beaucoup son modèle. Son image aussi, parce qu'on le voit sur sa photo, là, il fait des montages, il fait des collages par moments même, c'est très bizarre, c'est presque malsain, dans cette quête obsessionnelle, mais c'est très Park Chan-wook. Parce que Park Chan-wook décide de travailler sur les images là, et il faut savoir un truc sur sa biographie, j'ai quand même fait une petite recherche là-dessus, parce que, ayant vu son Decision to Live au cinéma, qui était une précédente en 2022, hein,
je voyais déjà ses obsessions, notamment Hitchcock, etc. T'as un peu l'impression, alors c'est pas le même sujet, mais bon, Amour impossible, que ce tout premier long métrage en est presque une forme de vague brouillon de son, on va dire, influence hitchcockienne. Parce que Park Chan-wook, bon, il a regardé beaucoup de films très jeunes à la télé, tout ça, mais son premier amour cinéma en salle, c'était Vertigo, le fameux Sueur froide. Film tellement matriciel que voilà, ça lui a donné envie de faire du cinéma, et même qu'apparemment, à cette séance, il est aussi tombé amoureux de sa femme. Donc ces deux amours le même soir, le destin ou la coïncidence, c'est un film ici aussi de destin et de coïncidence, t'as l'impression qu'il a mis beaucoup de lui là-dedans, et peut-être trop, à une époque où il maîtrisait pas encore trop la mise en scène. Alors il était critique, il avait aussi été assistant réalisateur, sauf que là on sent qu'il est tellement en liberté qu'il a du mal à se contrôler, et il veut en mettre partout. C'est quasi insupportable, je comprends pourquoi il les relié, sur la forme. Quand même, il y a des moments, il y a des scènes où tu te dis, ah, la fin notamment, est bizarrement très bien. Dans la conclusion, elle fait... Bon, on retombe sur des problèmes de montage et tout, de trop de surplus de dialogue et de narration. Mais tu sens qu'il veut tellement bien faire, pour une première tentative, que forcément ça ne va pas. Avec des caméras subjectives, et puis après on tente un plan séquence, à un moment on va rentrer dans une sorte de... je sais pas, boîte de nuit et tout, t'as l'impression qu'il veut rejouer Les Affranchis de Scorsese, qui était sorti 2 ans avant, et puis t'as des machins, caméra à l'épaule, parfois c'est fluide, parfois c'est fixe, parfois c'est machin. Il a du mal à vraiment poser son style, même si c'est dans l'urgence de cette histoire aussi, bien sûr, complexe, mais ouais, influence film noir, on est un peu dans le cinéma hongkongais, on peut penser à John Woo peut-être. J'ai parlé de Wong Kar-wai, il y avait déjà quelque chose de Wong Kar-wai, que j'avais ressenti aussi un petit peu dans cette romance-là, dans Decision to Live. Alors il y avait aussi, il y aura aussi, je veux dire. Enfin j'ai un peu l'impression que voilà, alors dans d'autres de ces films, entre-temps peut-être, je sais pas si dans Thirst il n'y avait pas ça, parce que c'est aussi l'histoire plus ou moins d'amour là, hein. Ou Mademoiselle, mais ces histoires d'amour totalement compliquées, hein, ça le travaille beaucoup, et le rapport à l'image, c'est un réalisateur. C'est un grand réalisateur, Park Chan-wook. Moi je pense qu'il commence à se perdre depuis pas mal de films, parce que Decision to Live, je l'ai trouvé trop formalisé, trop dans l'hommage et l'influence. Ben, je vois d'où il part. Bon, à côté de Decision to Live, c'est très bien, mais quoique. Bon. Et là, on se retrouve quand même avec ce rapport à ces photos, tout ça. Rapport au cinéma, dans le film, il y a du cinéma. Voilà, on voit les temps modernes en salle, avec les personnages. On voit Blow Up à la télévision. C'est l'effet Vertigo poussé à l'extrême, parce qu'en plus, la femme principale la porte une perruque. Tu ressens cette idée, quoi. Puis on sait que Blow Up est une sorte d'indirectement continuité de Vertigo dans cette quête obsessionnelle de l'image de quelqu'un, de l'image manquante, l'image marquante. Voilà, bah là, les images, elles sont là pour le frangin photographe. Et quand il y a la présence, bon, finalement, on sent qu'il va laisser de toute façon l'aspect charnel à son frère. C'est-à-dire que les deux se complètent. La relation principale donc d'amour, c'est dans l'urgence, dans le côté corporel, quoi, et des dialogues, des mots. Et lui, il prend le temps d'avoir l'image, quoi. Et comme, en plus, cette maîtresse-là se rêve célèbre, qu'elle va devenir mannequin et tout un truc, et plus si affinité, sans révéler le final, on reconvoque le cinéma, on reconvoque l'image, même que c'en est, oui, ça fait presque un peu fétichiste. Ça se termine dans la lumière rouge. Il faut savoir qu'il aime beaucoup Antonioni, hein, Blow Up, le désert rouge, tout ça. On peut qu'y penser. Regardez la liste des films préférés de Park Chan-wook ou de ses réalisateurs préférés, ben on voit qu'il met son cinéma là. Mais le problème, c'est que c'est insupportable. En fait, c'est le montage surtout et cette narration. Il y a des moments, ça ne va pas. Bon, le coup des ellipses, on revient au début. Pendant les 15-20 premières minutes du film, tu peines à comprendre ce qu'il veut raconter. Hein. Et à comprendre les enjeux, parce qu'un coup on les voit là, puis on revient un an après, puis on revient en flashback, on sait pas, t'as l'impression qu'il y a des scènes qui se répètent, c'est très très spécial. Alors moi je l'ai vu en anglais, sous-titré, enfin en coréen sous-titré en anglais, pardon. Bon, à un moment je lâchais prise, hein. Limite je lisais plus les sous-titres, à un moment je me laissais porter par ça, parce que de toute façon c'est exactement comme ça que Park Chan-wook a découvert le cinéma, figurez-vous, en regardant la télévision. Et c'était des films qui étaient destinés à l'international, qui n'avaient même pas de sous-titres coréens, des films souvent anglophones. Bon bah, finalement, à un moment, peut-être que c'est ce qu'il a voulu faire, ici, une sorte de patchwork collage d'ambiance, d'expérience de cinéma par l'image.
Et pour le reste, bon, bah oui, il a voulu édulcorer avec des narrations, avec des trucs trop écrits. Les personnages, ils parlent comme des bouquins, par des citations. Alors, il y a une histoire de vengeance aussi. On sent que le gangster, il veut venger son père. Il a un peu le serpent qui se rêve dragon avec son tatouage. Tout un délire. Puis, il va un moment, bah, il va devoir aller faire un contrat parce que sinon, il y a une menace, évidemment, avec le frangin, avec cette femme qu'il aime. Par contre, la fin, justement, qui se déroule autour d'une sorte de contrat, sans en dire plus, elle est très bien dans la tension, dans la gestion avec l'ascenseur et tout, dans la finalité sur-tragédie de drame, qui est que là, ça sirupe, ça fuit, ça déborde, ça bave de partout. Ça en est très fatigant, mais arrivé au bout, ce film m'a stimulé. Et c'est particulier, en fait. Même si ça a été très compliqué dans la première partie, arrivé dans cette conclusion-là, il y a une histoire de plage ou de bord de mer, on s'y tient un peu comme à la fin de Decision to Live. Bon. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Attention, les deux films, dans, on va dire, l'histoire et surtout l'esthétique globale, en fait, n'ont rien à voir. Enfin, les influences, oui, mais l'esthétique de Decision to Live, elle est hyper aboutie. Attention, hein. Même si j'ai des bémols sur ce film-là, c'est quand même un superbe écrin. Mais là, ouais, c'est très château branlant et branqui branlant, tout ce que vous voulez, avec des termes qui n'existent pas. Mais arrivé au bout, ben, ça stimule par rapport à Park Chan-wook. Alors évidemment, il faut connaître un petit peu sa genèse, comment il est arrivé au cinéma, parce que tu sens que c'est comme ça qu'il s'est mis en place. Mais bon, depuis ce film, il ne veut plus en entendre parler. Alors désolé, monsieur Park Chan-wook, si vous tombez sur cette vidéo, j'en doute, hein. Mais bon, peut-être que quelqu'un va vous la traduire en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce français qui vient de me parler de mon premier film, là ? Au secours, j'espère qu'il se concentrera sur mon nouveau. » Oui, je m'intéresserai au nouveau Park Chan-wook, bien évidemment. Mais je verrai le 2 aussi, hein, le deuxième, hein, qu'il n'a pas aimé, on verra. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du troisième, le très bon Joint Security Area, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci, hein. Bon bref, c'est qu'à partir du troisième, que ce soit celui-ci ou non, qu'il a commencé vraiment à penser ses films avec les acteurs et dans une écriture plus en lien avec ce qu'il y avait dans une sorte de globalité de cinéma. Là, on sent que c'est le réalisateur un peu qui va faire tout ce qu'il veut faire parce que ça y est, il peut enfin faire des films. Et bah, ça ne marche pas. Pas tout le temps en tout cas. Il y en a qui ont réussi, mais toujours en ayant une équipe autour quand même. Voilà, voilà. Bon, même si ça a été un fiasco à la fois esthétique et critique, et même auprès du public, il arrivera à faire un deuxième film qui marchera pas mieux, je pense, mais il persévérera, et il fera ensuite la carrière qu'on lui connaît, avec sa trilogie de la vengeance et tout. J'adore Old Boy, même après revisionnage, oui, j'ai fait une vidéo dessus en disant ah, je pensais qu'en maturant, je l'aimerais moins. Non, 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 c'est toujours un excellent film, Mademoiselle, et on en passe. Bref, à vous la parole en commentaire. Alors, si vous avez vu ce film, peut-être, je pense que il y aura très peu de vues et très peu de gens qui vont parler en commentaire, à moins que vous ouvriez sur la carrière de Park Chan-wook. Là, je vous y, évidemment, autorise à fond, parce que sinon, elle va tomber aux oubliettes, hein, comme d'autres vidéos de films très underground que je peux faire de temps à autre sur la chaîne. Mais ce soit le jeu d'un procédé critique, je n'ai aucune limite dans les styles et les époques ou les endroits de cinéma que j'évoque. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!